Bienvenue à toutes et à tous sur l'émission Horrats, l'émission féministe de M24. Une émission où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'égalité avec les hommes, d'émancipation et de liberté. Aujourd'hui, nous allons parler droit. Est-ce que les lois actuelles sont suffisantes? Est-ce qu'elles sont appliquées? Que faire pour améliorer le statut juridique des femmes au Maroc? Pour parler de ces sujets, je reçois une militante, Oumaima Achour, professeure universitaire de droit à l'université Mohamed V à Agdel Rabat. Elle est également présidente de l'association Jossour, Forum des femmes marocaines. Oumaima Achour, bienvenue sur Horrats et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, Aïcha. Je vous en prie. Alors avant d'aborder tous ces sujets qui sont très importants, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre parcours. Vous êtes une jeune militante, vous avez 36 ans. Vous avez commencé très tôt à militer, vous avez été bénévole dans un domaine social. Quel a été le déclic de cette démarche? Est-ce que ça vous a... c'est ce qui a motivé votre choix pour les études de droit, pour faire un doctorat en droit? C'est toujours difficile de parler de son parcours, mais vraiment le déclic était au sein de la famille. L'éducation que j'ai reçue par mon père Lerhmo et ma mère, ce sont deux grands militants qui nous ont éduqués à découvrir, à se forger, à se former à un jeune âge très jeune. On participait dans les colonies de vacances. C'était des moments où on découvrait notre personnalité et où on découvrait la société. Le droit, des droits humains, des choix étaient fondamentaux. Et dans notre éducation, c'était très simple. Il faut étudier, il faut décider, il faut choisir sa voie, il faut militer. Il faut connaître ses droits, il faut connaître ses obligations. Il faut connaître, il faut militer. Il faut faire preuve de citoyenneté aussi. Absolument. Et puis les droits s'arrachent. Donc pour moi, le choix de faire des études de droit a été tracé dans un âge très jeune. Et il faut dire que dans mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont inspirée, des femmes et des hommes qui m'ont beaucoup inspirée. Et à travers mon parcours à l'université, d'ailleurs c'est l'université où je suis en train d'enseigner aujourd'hui, Qui vous a formé? Qui m'a beaucoup formée. Beaucoup de professeurs, des femmes et des hommes qui étaient des idoles, qui étaient des leaders et qui nous ont énormément inspiré, la génération de l'université, de la faculté de droit Agdel et de l'université Mohamed V. Donc à votre tour aujourd'hui, c'est vous qui transmettez aux jeunes ces valeurs et cet enseignement que vous avez reçu? Absolument. Déjà, un parcours académique de l'université, mais un parcours militant dans la société civile. J'étais très active à l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales, dans laquelle j'ai été étudiée, envoyée d'études, d'échanges et de développement dans plusieurs pays, des stages à l'étranger. Mais c'était vraiment des stages mérités, où on remplissait un formulaire, on était sélectionné parce qu'on avait fait des études. C'était la méritocratie. Méritocratie. C'était vraiment parce que tu es militante, parce que tu es active dans la société civile, tu peux postuler à des programmes internationaux et tu es sélectionné parmi d'autres militants et militantes de par le monde. Je voudrais revenir sur l'aspect militant. Vous êtes présidente donc, de l'association Jossour, Forum des femmes marocaines. Vous êtes très jeune, donc vous êtes présidente déjà depuis combien de temps? 3-4 ans, il me semble. Voilà. À peu près comme ça. Voilà. Alors, quel est le regard de la militante aujourd'hui sur la condition des femmes au Maroc? Nous avons eu le Code de la famille en 2004, puis nous avons eu la nouvelle Constitution en 2011 qui a consacré l'égalité et la parité entre les hommes et les femmes dans son article 19. Pourtant, aujourd'hui, certaines personnes disent que ce code n'est plus suffisant, voire même cette condition des femmes a reculé. C'est-à-dire que nous avons subi en quelque sorte une sorte de recul dans nos droits. Quel est votre avis ? En 2022, nous sommes à 11 ans de la Constitution de 2011. Donc aujourd'hui, c'est le moment des bilans et nous avons aujourd'hui un bilan de 11 ans de la Constitution. Quelles sont les grandes avancées de cette Constitution par rapport aux droits humains, par rapport aux droits des femmes? Aujourd'hui, la Constitution, dans son article 19, le consacre clairement, l'égalité et la parité entre les hommes et les femmes dans tous
tous les droits économiques, sociaux, culturels, environnementaux. Mais à côté, dans ces 10 ans, il y a eu des avancées, certes. Il y a eu aussi... Mais c'est des avancées sur le papier. Moi, je parle des avancées concrètes. C'est-à-dire, on sait par exemple que la parité n'a pas encore été appliquée. En tout cas, il n'y a pas encore la PALD, il n'y a pas un certain nombre de choses. On parlait aussi d'un certain nombre de lois. Par exemple, le mariage des mineurs continue et il est de plus en plus inquiétant. Pourtant, le code de la famille, les juges l'ont bien encadré. Une femme mineure ne peut se marier que à partir de l'âge de 16 ans avec l'accord du juge. Pourtant, il y a des chiffres qui sont aujourd'hui très inquiétants. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, aujourd'hui, la Constitution a permis la constitutionnalisation de certaines instances qui n'ont pas encore vu le jour, notamment la PAL, le Conseil de la famille, le Conseil de la jeunesse. Mais on a aujourd'hui des instances dans la Constitution qui... Donc c'est déjà une avancée. Il y a eu le renforcement de certaines instances comme le CNDH et aussi la constitutionnalisation du rôle et de la société civile et le renforcement du rôle de la société civile en tant que parti, en tant que force probante, en tant que force vive, et avec de nouveaux mécanismes comme la pétition, comme les motions. Et d'ailleurs, justement, et pour revenir à votre question, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup avancé sur certains aspects, mais il y a eu un dynamisme, une dynamique sociétale créée par beaucoup d'organisations de la société civile et aussi des organisations partisanes. Je cite l'exemple de Mona Safadaba, qui est un collectif qui réunit les associations militantes, droits des femmes, droits humains, des organisations aussi partisanes de femmes et aussi des partis politiques et des syndicats et d'autres personnalités qui aujourd'hui prennent la parité. L'effectivité de la parité, l'effectivité de l'article 19 et éventuellement la loi cadre sur la parité, sur l'égalité. Cette dynamique a vu le jour dans le cadre de ces 10 ans de la Constitution. À partir de 2016, 2017, vous avez commencé à travailler en tant que collectif, je crois. Tout à fait. C'était d'abord l'association Jossor qui avait mené ce combat et qui avait quand même mis en place des études pour le diagnostic de la parité, pour recenser l'importance d'ouvrir ce débat sociétal. Et après, on s'est dit que ça serait intéressant de l'ouvrir sur la société en le portant par un large mouvement qui est aujourd'hui le collectif Parité Maintenant et qui aujourd'hui s'approprie ce projet et tous les membres du collectif s'approprient le projet. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de créer des débats sociétaux dans des thématiques qui peuvent nous faire avancer parce que la Constitution est le texte suprême, mais à côté, l'instrumentalisation, la déclinaison de cette Constitution est importante et la société civile a aujourd'hui des mécanismes, notamment la pétition que le collectif a portée, qui a donné un fruit. C'est la première pétition et la seule pétition. Et la vraie pétition, parce que ce ne sont pas des pétitions qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, par exemple, parce que ce sont c'est une pétition qui est assez lourde. Il faut 22 000 voix. Il faut signer, il faut mettre son numéro de carte d'identité. Enfin, c'est quand même beaucoup plus complexe que de dire ouais, ok, je like, c'est bon. Je soutiens. C'est vrai, c'est pas des pétitions de Havas, c'est une pétition constitutionnelle qui rentre dans un mécanisme constitutionnel avec le portail du Parlement. Elle a été adressée au chef, à monsieur le président de la Chambre des représentants et elle a été acceptée. Et c'est la seule pétition qui a été acceptée en l'espace de 10 ans de la Constitution, ce qui lui donne une légitimité évidemment sociétale, mais aussi populaire. Mais là, qu'est-ce qu'on attend? Donc, c'est quoi le but ultime, c'est quoi donc de tout ce travail qui a été effectivement assez colossal de la part du collectif Parité Maintenant? Mais c'est quoi maintenant? Il faut passer à l'application, il faut qu'il y ait quelque chose de concret. D'abord, c'est une réussite parce qu'il a réussi à fédérer. Deuxièmement, il a réussi à faire passer une pétition dans un moment de crise, Covid, pandémique, donc il y avait une grande mobilisation. Et effectivement, la pétition, effectivement, maintenant, c'est la loi cadre. Il faut passer à la loi cadre. Et là, il y a une. Et c'est quoi une loi cadre, justement, vous, en tant que juriste? C'est quoi la différence entre une loi et une loi cadre? Comment on peut expliquer ça à nos téléspectateurs? Et même moi, parfois je ne comprends pas toujours. Avec grand plaisir. On est là pour ça, pour discuter, pour débattre et pour simplifier le jargon juridique. Une loi cadre, c'est une loi qui balise.
C'est une loi qui balise le terrain et qui trace la voie. Et les lois cadres dans l'histoire du Maroc, et on n'a pas eu beaucoup. Et par exemple, on réclame une loi cadre parce que c'est une loi qui va baliser le terrain, qui va cadrer les choses et qui va permettre à la parité d'être harmonisée, intégrée dans tous les textes de loi. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'harmonisation des textes de loi avec la Constitution, avec les conventions internationales. C'est un travail important qui devrait se faire et qui aurait dû se faire après l'adoption de la Constitution. Aujourd'hui, en 2022, la société civile réclame toujours l'harmonisation parce qu'il y a l'article 19 qui prend l'égalité et la parité clairement dans un texte suprême qui est la Constitution, mais qu'on ne retrouve pas forcément dans certains textes. Par exemple? Alors, je vais donner des exemples très, très concrets. Je vais parler du champ aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la réforme de la protection sociale. Il est aujourd'hui opportun d'intégrer la loi cadre 0922 dans son âme, intègre 4 principes importants. L'égalité, la pérennisation, la non-discrimination. Donc maintenant, c'est le moment d'intégrer ces valeurs dans les textes de loi pour la protection sociale. Pour la protection sociale. Les femmes ne sont pas assez protégées sur ce plan-là? Je vais donner un exemple très très simple pour les allocations familiales. Ouais. Aujourd'hui, un couple, deux personnes qui sont inscrites, qui travaillent dans 2 institutions, inscrites à la CNSS ou à la CMR ou dans le secteur public ou privé, c'est l'homme qui a les allocations familiales automatiquement. La femme, elle perçoit les allocations familiales quand son mari n'est pas déclaré, quand elle est veuve, quand elle a la tutelle. Quand on n'a pas le choix. Voilà. Il y a aussi les remboursements de dossiers de maladie. C'est automatiquement pour le père. Alors, aujourd'hui, il y a un grand débat. C'est l'effectivité de l'égalité, l'effectivité d'accès aux droits pour les hommes et les femmes. Il y a vraiment aujourd'hui un grand chantier qui est ouvert. Et comment on peut procéder justement? Est-ce que ça serait à quelque chose en alternance ou est-ce que ça serait le choix, que ce soit l'homme ou la femme? Comment ça peut se passer dans la pratique, en fait? C'est des réformes, c'est des amendements de textes de loi. Ce texte de loi, il existe depuis... Mais ces problèmes se posent aussi beaucoup lorsqu'il y a séparation. C'est-à-dire chez les couples divorcés, par exemple, ça doit être beaucoup plus compliqué puisque, en général, c'est la femme qui a la garde et c'est l'homme qui perçoit les allocations et souvent... la pension n'est pas toujours versée en temps et en heure. Là, on revient à la moudouana. Alors, la moudouana, c'est le cœur des débats, le cœur de la réforme, des réformes. Aujourd'hui, on est à 17 ans de la moudouana. Aujourd'hui, la moudouana nécessite une réforme dans son âme, comme pour celle de la protection. Dans sa philosophie, parce que la société a évolué, la démographie a évolué, le statut de la femme a évolué. Aujourd'hui, les femmes d'il y a 17 ans ne sont pas les femmes de 2022. Et quand on parle aux générations futures, et quand on parle de droit et d'égalité d'accès aux droits, des fois, il y a une stigmatisation à l'égard de ces concepts. Parce que c'est très simple. Aujourd'hui, la femme occupe certains postes de décision. Pas autant qu'on veut, mais il y a quand même il y a des barrières. Mais il y a des barrières. Elle ne peut pas, par exemple, voyager à l'étranger avec son enfant parce qu'elle a besoin de l'autorisation de quitter le territoire de la part de son mari, mis à part celle si elle est dans le secteur public de l'organisation. Elle ne peut pas récupérer son passeport, c'est le mari qui le récupère. Vous parlez des enfants? Si elle a un enfant. C'est ça, c'est-à-dire, parce que je sais qu'on a pu avoir un passeport qu'en 1995. Donc c'est très récent aussi. Hein. Non, oui, il y a eu cette réforme oui, c'est vrai qu'on a tranché. Parce qu'avant, on avait des pilotes et on se disait, mais alors comment elles font pour travailler? Parce qu'elles devaient avoir l'autorisation tous les jours pour faire leur travail. Et le commerce aussi. Pour ouvrir un commerce, elle avait besoin de l'autorisation de son mari. C'est vrai qu'on a dépassé ce débat, mais aujourd'hui, il y a d'autres débats qui s'installent pour outiller la femme, pour permettre à la femme de vivre amplement son rôle dans la société avec ses droits. Parce que effectivement, aujourd'hui, il y a des choix qui se font, des choix qui ne sont pas faits au hasard. Des femmes qui quittent leurs emplois, même si elles sont très bien rémunérées. Des femmes qui choisissent de se retirer du marché de l'emploi, même si elles sont dans un cadre... Parce que aujourd'hui, le partage de responsabilités, le partage de tâches, le partage de prérogatives devrait se faire
en parallèle avec la réforme de la législation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de congés de maternité, congés de paternité. On parle aussi des crèches aussi, dans les entreprises peut-être, non? Dans les entreprises, dans les collectivités locales. Il y a une réforme sociétale qui est en train de se mettre en place et qui devrait inclure ces propositions dans les politiques publiques. Parce que le cœur aujourd'hui, le cœur de la discrimination, on le voit des fois dans les politiques publiques, mais on le voit dans les textes de loi. Si une politique publique est basée sur l'approche genre et sur l'égalité, ben, quand on est en train de penser une politique publique, quand on est en train de l'écrire, quand on inclut la société civile ou les personnes qui ont l'approche, les lunettes genre, comme on dit, Aïcha, les lunettes genre, quand j'écris, quand je planifie, quand j'exécute. Aux deux. À la femme et à l'homme. Donc aujourd'hui, le débat est les politiques publiques. Aujourd'hui, on devrait réfléchir à mettre en place des politiques publiques égalitaires aux femmes et aux filles. Parce que la fille, aujourd'hui, va devenir une jeune femme de demain. C'est la jeune femme de demain. Et si aujourd'hui, elle se sent discriminée, non incluse dans les lois, ses droits sont bafoués, comme vous avez parlé de mariage de mineurs tout à l'heure, eh ben aujourd'hui, c'est très simple. L'article 20 et 21 de la Moudouana, il est très clair. Il permet aux juges de donner des autorisations exceptionnelles. Bien sûr, il y a l'enquête famille, il y a l'enquête sociale, bien sûr, il y a le certificat qui est déposé. Il y a plusieurs conditions, mais aujourd'hui, il y a un débat dans la société pour l'éradication du mariage des mineurs. Parce que ces femmes, on l'a vu dernièrement dans les dernières élections, elles se sont présentées et elles ont couru et pour avoir la présidente des collectivités locales. Elles se sont également battues. Elles sont présentes, elles ont envie de participer à la vie publique. Mais pour interdire le mariage des mineurs, encore faudrait-il qu'il y ait scolarisation, encore faut-il qu'il y ait des collèges, des lycées à côté, que l'instruction soit généralisée. Or, aujourd'hui, en 2022, il semblerait que ce ne soit pas toujours le cas, que dans des endroits reculés, il n'y a pas de lycée, il n'y a pas d'école, donc les parents vous disent, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le choix. Ou alors elle va travailler en ville comme aide ménagère et c'est pas forcément non plus très heureux. Donc il y a aussi quelque chose, l'État doit aussi jouer son rôle en matière de politique d'éducation, de mettre des écoles en place, de mettre des lycées pour pouvoir... pour permettre aussi aux petits garçons et aux petites filles de pouvoir achever leur scolarité. Aujourd'hui, il y a un grand effort. Moi, je suis pour dire les choses qui sont positives et aussi proposer des pistes de réflexion pour améliorer les grands défis. Il y a un grand effort pour la mise en place de structures de proximité, notamment les Dar Taliba, les foyers féminins, les structures de proximité de l'apprentissage. Il y a un grand effort qui est fourni par le gouvernement. Il y a aussi il y a les bourses. C'est vrai que ça va pas permettre à la personne, à la jeune fille ou le jeune garçon, mais il y a quand même un effort des programmes d'assistance sociaux aux populations vulnérables qui rentrent dans le cadre de la réforme de la protection sociale. Le système, par exemple, de Taïsir, des millions de cartables, la mise en place de transports scolaires, de bicyclettes pour certaines. Il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup d'efforts. Aujourd'hui. Donc il faut tout simplement abolir cette loi. Le mariage est à 18 ans. Ça rentre dans le cadre de la réforme de la Moudouana. Quand on parle de réforme de la Moudouana, l'article 20 et 21, il y a même l'article 400. Il y a beaucoup d'articles qui, aujourd'hui, sont dans le spotlight et qui évoquent un débat sociétal. Il y a le CNDH qui a mené une campagne de 2 ans dans tout le Maroc pour l'abolition de cette exception. Aujourd'hui, il y a par exemple le Fonds des Nations Unies pour la population qui fait une campagne I Don't, dans lequel il y a des personnalités publiques, des artistes qui disent on est contre le mariage des mineurs. Donc il y a beaucoup d'initiatives et d'autres, moi j'en ai cité que 2 maintenant, mais il y a d'autres qui aujourd'hui proclament la réforme. Et vous devez également savoir, Aïcha, que cet âge diffère de tribunal en tribunal. Ce n'est pas toujours 14 ans ni 15 ans, ça dépend de la région, de la spécificité, de la communauté. Donc aujourd'hui, on a une volonté et il y a même le ministre de la Justice qui en a parlé clairement pour la réforme de Qanoun Jina'i, du Code pénal. Le Code pénal, mais il a également évoqué le mariage des mineurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est la femme, avant d'être femme, elle est fille.
Et quand elle est fille, elle doit jouer, elle doit s'amuser, C'est elle doit une enfant. étudier, c'est une enfant. Elle doit jouir pleinement de ses droits en tant qu'enfant. C'est pour cette raison que je parlais tout à l'heure de l'intégration de la fille et de la femme dans les politiques publiques. D'accord. Donc là, c'est aussi une forme de violence extrême à l'égard de ces jeunes filles. Il y a eu une loi, justement, mais qui n'était pas une loi cadre. C'est la loi 103-13 concernant la lutte contre les violences faites aux femmes. Que pensez-vous de cette loi? Est-ce qu'elle est suffisante ou insuffisante? Qu'est-ce qu'il manque, en fait? La position de la société civile concernant cette loi est connue. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'on a une loi. C'est déjà un pas très positif. Parce qu'avant, les femmes vivaient des moments, des situations de violence et il y avait une absence de texte juridique, absence de législation. Aujourd'hui, il y a un texte de loi. Et toutes les lois, dans l'histoire de la législation, vivent des moments de discussion, d'échange. Et aujourd'hui, on est à 2 ans, je pense 3 ans, oui, de l'adoption de cette loi. Donc aujourd'hui, il est nécessaire d'ouvrir un débat. Entre-temps, Oumaima, oui, il y a eu la pandémie. Et là, je vous reprends, ce sont vos propres propos qu'on a échangés tout à l'heure, mais qu'on va redire tout de suite. La pandémie a joué un rôle extrêmement négatif pour les femmes. Ouais. Les femmes, pas forcément qu'au Maroc, mais même ailleurs, parce qu'elles ont le télétravail, à la maison, s'occuper de la maison, travailler, s'occuper des enfants. Il y a eu un recul incroyable ces 2 dernières années. Et donc, les violences aussi en font partie, parce que la promiscuité aidant, il y a eu beaucoup de cas de violence qui ont été peut-être déclarés ou pas. Et est-ce que les lois ont été suffisantes pour protéger ces femmes? Est-ce qu'elles ont des alternatives? Donc, une loi, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir avoir gain de cause. C'est ce que je disais, c'est qu'au bout de quelques années, aujourd'hui, c'est nécessaire d'ouvrir un débat, de réformer. Et la crise, elle a exacerbé les inégalités. Il n'y a pas uniquement la violence qui est sortie, mais aujourd'hui, les inégalités spatiales, les inégalités sociales, les inégalités économiques, les inégalités digitales ont pris le dessus durant cette crise Covid. Les femmes ont vécu des moments de partage de tâches, de multitâches, des fois même d'exploitation, parce qu'elle était au devant de la scène, parce que c'est son pays qui a besoin d'elle, parce qu'elle travaille dans un secteur très important. Tous les secteurs sont importants, mais durant la crise, certains secteurs étaient au devant de la scène. Donc, elle devait sortir pour aider la communauté et pour aider son pays. Elle avait aussi il n'y avait pas de crèche. Elle ne pouvait pas laisser ses enfants dans un espace sécurisé. Elle n'avait pas sa famille à ses côtés. Donc, il n'y avait pas moyen de laisser les enfants. Donc, à ce moment-là, c'était très difficile. Les femmes ont vécu des violences parce que, éventuellement, nous sommes en train de vivre une première crise. Le Maroc n'était pas préparé. Donc, il faut qu'on en tire les leçons de cette crise. Il faut intégrer la gestion de crise dans toutes les lois. Non seulement celles qui sont, évidemment, qui réclament l'égalité des droits pour les femmes, mais dans tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est sorti. Les leçons à tirer de cette crise, c'est que l'intelligence collective, l'intelligence de régler les conflits, de trouver des solutions innovantes, aujourd'hui, c'est devenu important d'intégrer la gestion des crises dans toutes les législations. C'est quoi pour vous la liberté, si vous devez définir ce que c'est que la liberté? Liberté de choix. C'est ça, donc choisir. Choix. Choix, alors le choix commence par tout, par les vêtements, par le travail, par les études, par le partenaire, par le plaidoyer, voilà, choisir. Et est-ce que vous êtes une femme libre, Oumaima? Est-ce que vous vous sentez libre tout le temps, un peu, pas beaucoup ça dépend des jours. On vit dans une société. Exact. D'abord, on ne vit pas seul. On ne vit pas dans une île déserte. Aïcha, vous savez très bien qu'on vit dans une société. Et dans une société, il y a déjà le cadre, il y a déjà le cadre de la société, de la famille, de beaucoup. Mais bien sûr que je choisis. Et c'est très bien de maîtriser les termes du contrat social pour vivre en sérénité. Merci encore une fois d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de Horatz. Merci pour l'invitation et pour ce débat fructueux.
Merci encore et j'espère qu'on aura l'occasion encore une fois de rediscuter de ce sujet. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, j'espère que ce nouvel épisode de Hurrats vous a plu et convaincu. Vous pouvez le voir et le revoir sur les réseaux sociaux de M24. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre personne et une autre thématique. Bonne continuation des programmes sur M24.